La Pologne vient de prendre une décision inattendue qui a piégé Vladimir Poutine. À l'heure actuelle, les avions russes qui circulaient librement dans l'espace aérien européen sont cloués au sol. La principale voie de ravitaillement militaire de la Russie vers l'ouest est coupée et le pays responsable de cette mesure, une nation consciente qu'elle pourrait être la prochaine après l'Ukraine, vient de tracer une ligne rouge dans le ciel que Moscou ne peut franchir. Aujourd'hui, je vais vous expliquer précisément ce qu'a fait la Pologne, pourquoi cela a provoqué un véritable séisme au Kremlin et quelles sont les conséquences pour l'équilibre des pouvoirs en Europe. Car à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi les analystes militaires affirment que la décision de la Pologne pourrait être l'une des actions les plus décisives sur le plan stratégique jamais entreprise par un pays de l'OTAN depuis la guerre froide, et pourquoi Poutine, qui pensait avoir tous les atouts en main, est tombé dans son propre piège. Entrons dans le vif du sujet. La Pologne a officiellement fermé son espace aérien frontalier oriental à certains vols. Aucun avion ne volera à moins de 3000 mètres d'altitude dans l'espace aérien longeant les frontières ukrainiennes et biélorusses. L'annonce a été faite calmement, presque de manière bureaucratique, mais les conséquences pour Moscou sont tout sauf calmement. Voici pourquoi Short Trucks c'est pourquoi c'est si important. Pendant des mois, tout au long de l'année 2025, des drones à uranium de fabrication russe, des ballons de renseignement et des missiles égarés ont pénétré à plusieurs reprises l'espace aérien polonais. Il ne s'agissait pas d'accidents, mais de provocations délibérées du régime de Poutine, des manœuvres soigneusement calculées pour tester les systèmes radars polonais et mesurer la rapidité de réaction de la Pologne face à une menace aérienne. La Russie cartographiait les défenses polonaises depuis l'intérieur, utilisant l'espace aérien polonais comme un laboratoire d'espionnage. La Pologne a décidé de mettre fin à ce jeu, car voici le génie stratégique de la décision prise par Varsovie. Imposer une interdiction de survol dans une zone frontalière simplifie brutalement l'équation pour les forces armées. Plus besoin de se demander face à un signal radar s'il s'agit d'un planeur civil, d'un drone de loisir, d'un avion commercial ou d'un drone kamikaze russe. Tout ce qui apparaît sur le radar à moins de 3000 mètres dans cette zone est désormais automatiquement une cible. Les batteries de défense aérienne polonaises n'ont plus à d'analyser, elles tirent. Les capacités de guerre hybride de la Russie le long de cette frontière ont été rendues inutilisables du jour au lendemain. Mais ce n'est que le début de cette histoire, car lorsqu'on examine sur une carte ce que la fermeture de l'espace aérien polonais cible réellement, cela pointe comme une flèche vers un endroit précis, un endroit que la Russie a passé des années à transformer en son bastion militaire le plus redouté d'Europe entière, Kaliningrad. Si vous ne connaissez pas bien Kaliningrad, voici ce qu'il faut comprendre. Il s'agit d'une enclave militaire russe située sur la mer Baltique, complètement séparée du territoire continental russe, coincée entre la Pologne et la Lituanie. La Russie y a concentré des systèmes de défense aérienne S-400 et des missiles balistiques Iskander. Pendant des années, Moscou a utilisé Kaliningrad comme un poignard pointé vers le cœur de l'Europe, menaçant les membres de l'OTAN et se vantant que la région se trouvait à l'intérieur d'une bulle d'interdiction d'accès impénétrable qu'aucune armée occidentale ne pourrait traverser. Cette menace reposait sur une seule chose, la capacité de la Russie à maintenir Kaliningrad ravitaillé et renforcé via l'espace aérien européen en passant par la Biélorussie. La Pologne vient de couper cette bouée de sauvetage. Pour maintenir des dizaines de milliers de soldats et des centaines de missiles opérationnels à Kaliningrad, la Russie a besoin d'un flux constant de fournitures, de personnel et d'équipements. Ce flux transitait par une route aérienne spécifique à travers la Biélorussie et au-dessus de l'espace aérien polonais. Avec la fermeture des frontières aériennes polonaises, ce pont aérien a disparu. Les avions de transport russes ne peuvent plus l'utiliser.
Les hélicoptères militaires ne peuvent plus approcher la région. Kaliningrad a, dans un sens très réel et mesurable, commencé à suffoquer, et la voie terrestre n'est guère meilleure. Le seul couloir terrestre reliant Kaliningrad à la Biélorussie passe par une bande de terre de 100 km entre la Pologne et la Lituanie. On l'appelle le couloir de Suwałki. Pendant des années, les groupes de réflexion mondiaux sur la défense ont décrit la saisie potentielle par la Russie du couloir de Suwałki comme l'un des scénarios d'embrasement les plus dangereux de la planète, la manœuvre qui pourrait déclencher un conflit direct entre l'OTAN et la Russie. La Russie a toujours su que contrôler cette étroite bande de terre serait la clé pour relier Kaliningrad à son allié biélorusse. La Pologne vient de fermer les cieux au-dessus du couloir de Suwałki. Les avions de transport russes ne peuvent pas s'en approcher. Les hélicoptères militaires ne peuvent pas l'utiliser. Le couloir que la Russie considérait autrefois comme le talon d'Achille de l'OTAN est devenu depuis les airs une forteresse impénétrable. Kaliningrad est isolé et Moscou le sait, mais c'est là que l'histoire prend encore plus d'ampleur, car ce que la Pologne fait dans les airs ne représente que la moitié de ce qui se passe au sol. Et ce qui se passe au sol va vous faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'un pays qui se défend simplement. Il s'agit d'un pays en train de construire l'une des machines militaires les plus formidables du continent européen. Les chiffres sont vertigineux. La Pologne a lancé le projet Bouclier de l'Est, un investissement de 2,5 milliards de dollars couvrant 700 km de sa frontière orientale. Ce n'est pas une clôture, c'est une ligne défensive moderne. Tranchées anti-chars, abris en béton massif, capteurs pilotés par intelligence artificielle scrutant chaque mètre de la frontière 24 heures sur 24. Et en février 2026, la Pologne a officiellement annoncé son retrait du traité d'Ottawa, l'accord international interdisant les mines antipersonnelles. La Pologne posera désormais des champs de mines le long de ses frontières. C'est un pays qui met de côté les courtoisies diplomatiques parce qu'il croit que sa survie est en jeu. La Pologne a porté ses dépenses de défense à 4,8% de son PIB. Pour mettre les choses en perspective, l'objectif de l'OTAN pour ses membres est de 2%. La Pologne dépasse ce de plus du double. Elle dispose désormais de la plus grande force terrestre d'Europe. Son armée passe rapidement de 100 000 à 300 000 soldats. Son inventaire d'équipements ressemble à une liste de souhaits que la plupart des armées ne peuvent qu'envier. 250 des derniers chars américains Abrams M1A2, 1000 chars sud-coréens K2 Black Panther, l'un des chars de combat principaux les plus avancés de la planète. Desismastasi kam stem de sur for Kanchkater HIMARS. Des lance-roquettes multiples sud-coréens Chunmoo, des hélicoptères d'attaque Apache, des chasseurs F-35, des batteries de défense aérienne Patriot. En ce moment même, des dizaines de milliers de soldats polonais entièrement équipés sont en service à la frontière orientale dans le cadre de l'opération Podlasie Sur. Des murs de détection de drones sont en cours d'installation. Un nouveau système anti-drone de 2 milliards d'euros entre en service. Et ces systèmes de roquettes HIMARS, leurs canons sont pointés directement vers la Biélorussie et Kaliningrad. Ce n'est pas un pays qui se prépare à absorber une attaque. C'est un pays qui défie la Russie d'en tenter une. Certains analystes soutiennent que ce niveau d'investissement militaire dissuadera la Russie et empêchera totalement la guerre. Et il y a une logique dans cet argument. Mais l'histoire militaire entretient une relation compliquée avec la dissuasion, car il y a une autre façon de lire ce tableau. Et c'est la façon dont Moscou le lit. Marc Kansian, analyste principal au Centre d'études stratégiques et internationales de Washington, a exprimé clairement ce point. L'armement agressif de la Pologne et la fermeture de son espace aérien ne sont pas interprétés à Moscou comme des mesures défensives. Ils sont présentés par le Kremlin comme des préparatifs d'action offensive. Et cette présentation donne à Poutine quelque chose de dangereux. Un récit, une justification, une excuse. Alors, Poutine pourrait-il réellement agir en fonction de ce récit? Pourrait-il tenter une manœuvre militaire contre la Pologne ou le couloir de Suwałki? C'est là que la réalité frappe fort.
L'armée de Poutine a été dévastée en Ukraine. Des centaines de milliers de soldats tués ou blessés, une grande partie des véhicules blindés modernes de la Russie détruits ou abandonnés sur le sol ukrainien. Les usines russes ont été contraintes d'interrompre entièrement la production civile, s'efforçant de remplacer les pertes de première ligne avec du matériel d'époque soviétique sorti des entrepôts. Selon les évaluations des services de renseignement allemands, la Russie ne reconstituera pas son fonds armé à un niveau capable d'affronter l'OTAN avant au moins 2029. Et même dans ce cas, même dans un hypothétique futur où l'armée russe se serait reconstituée, attaquer la Pologne ne signifierait pas attaquer la Pologne seule. Plus de 8000 soldats américains sont stationnés en Pologne en ce moment. Des milliers de chars et de véhicules blindés américains sont prépositionnés sur la base massive de Powidz. Une attaque russe sur le sol polonais serait une attaque russe contre des soldats américains. Cela déclencherait automatiquement l'article 5 du traité de l'OTAN, la clause de défense collective qui stipule qu'une attaque contre un membre est une attaque contre tous. Poutine ne déclencherait pas une guerre avec la Pologne, il déclencherait une guerre avec l'ensemble de l'Alliance atlantique. Les escadrons de F-35 et les batteries HIMARS polonaises détruiraient toute colonne blindée russe avant qu'elle n'atteigne la frontière. Une telle initiative de Poutine ne détruirait pas seulement son armée, elle mettrait fin à son régime. Mais cela ne signifie pas que Poutine ne fait rien, car lorsque la force militaire directe est hors de question, le manuel de jeu russe se tourne vers quelque chose de plus insidieux, quelque chose conçu pour éroder, déstabiliser et épuiser ses ennemis de l'intérieur. La guerre hybride russe contre la Pologne se déroule simultanément sur 3 fronts. Le premier est la migration wéaponisée. En utilisant les réseaux de renseignement biélorusses, des migrants sont amenés depuis différentes parties du monde et poussés de force vers la frontière polonaise. Non pas parce que la Russie veut que ces personnes atteignent la Pologne, mais parce que le chaos à la frontière crée une pression politique à l'intérieur de la Pologne et met à rude épreuve ses forces de sécurité. Le deuxième front est le sabotage. Tout au long de 2025, des incendies ont éclaté dans des aiguillages ferroviaires en Pologne. Des actes étranges de vandalisme ont eu lieu dans des infrastructures critiques. Ce n'étaient pas des accidents. Les services de renseignement occidentaux les ont directement liés à des opérations du renseignement militaire russe sur le sol polonais. Le troisième front est la guerre électronique. La Russie mène des opérations de brouillage GPS qui mettent en danger l'aviation civile près des frontières polonaises. Des drones bon marché sont envoyés constamment dans les zones frontalières, non pas pour causer des dégâts, mais pour tester les temps de réponse, drainer les ressources et maintenir les forces polonaises dans un état d'alerte permanent. Voici ce que Poutine a mal calculé dans tout cela. Il croyait que ces tactiques fractureraient la société polonaise, la diviseraient, l'épuiseraient, forceraient la Pologne à réduire ses ambitions militaires à mesure que le coût politique monterait. Au lieu de cela, l'inverse s'est produit. La société polonaise s'est unifiée autour de son armée d'une manière qu'on n'avait pas vue depuis des générations. Les provocations qui étaient censées affaiblir la Pologne ont renforcé sa détermination. La Pologne n'est pas seule, car sur l'ensemble du flanc oriental et septentrional de l'OTAN, quelque chose d'inédit se produit, un réveil militaire qui ferme lentement mais sûrement chaque porte que Poutine pensait pouvoir franchir. Commençons par le nord avec l'Estonie. L'armée estonienne construit une ligne défensive de 30 km de profondeur le long de sa frontière. L'Estonie a porté son budget de défense 2026 à 5% de son PIB. Elle étend le service militaire obligatoire à 2 ans et développe ses forces de réserve. Et l'Estonie a adopté une doctrine de tolérance zéro envers les systèmes non pilotés russes. Aucun avertissement, aucune analyse, tout objet franchissant la frontière est immédiatement abattu. Plus au sud, la situation en Lettonie est encore plus frappante.
Le gouvernement letton a approuvé un plan pour détruire complètement toutes les routes et voies ferrées frontalières menant à la Russie si le scénario de menace s'intensifie. Ils sont prêts à faire sauter leur propre infrastructure pour priver l'armure russe d'une seule route asphaltée pour avancer. Et la Lituanie, partenaire direct de la Pologne dans le couloir de Suwałki, a déjà placé des explosifs sur des ponts critiques le long de la frontière biélorusse. Des points de passage stratégiques ont été effectivement minés et un bataillon allemand entièrement équipé est stationné en permanence sur le sol lituanien, le plus grand déploiement militaire allemand hors de ses propres frontières depuis la Seconde Guerre mondiale. Les États baltes ne sont plus des cibles vulnérables. Ils sont un piège lourdement armé, chargé d'explosifs et prêt à se refermer. Un seul pas russe vers la Pologne déclencherait l'ensemble du mécanisme. Regardez plus au nord et le tableau devient encore plus étouffant pour Moscou. La Finlande kan de kansen qui pepper chuta sur la 300 de frontières avec la Russie a transformé toute cette frontière en une ligne qui hante les nuées des planificateurs militaires russes, tranchées en 10 chars, batteries d'artillerie sur abris fortifiés à intervalles réguliers, et la Finlande a brisé l'un de ses tabous les plus sacrés depuis la fin de la guerre froide. Elle a officiellement mis sur la table la possibilité d'accueillir des armes nucléaires sur son territoire. Rappelons que la justification déclarée de Poutine pour envahir l'Ukraine était de maintenir l'OTAN loin des frontières russes. L'adhésion de la Finlande à l'OTAN à elle seule a réduit cet argument en cendres. La discussion sur l'accueil nucléaire l'a réduit en poussière. La Finlande peut également mobiliser une force de réserve d'1 million de soldats entraînés en cas d'urgence. 1 million. Ce n'est pas un pays qui se prépare à survivre à une guerre, c'est un pays qui se prépare à en remporter une. La Suède a abandonné 2 siècles de neutralité et ne regarde pas en arrière. En février 2026, le renseignement militaire suédois a officiellement élevé la Russie du statut de menace théorique à celui de menace concrète et sérieuse pour la Suède elle-même. Le gouvernement a immédiatement ajouté 2,9 milliards de dollars au budget de la défense. Les capacités navales en mer Baltique sont modernisées à une vitesse extraordinaire. Et dans ce qui constitue peut-être la mobilisation civile la plus frappante de l'histoire européenne, le gouvernement suédois distribue actuellement à chaque foyer du pays des brochures intitulées Préparez-vous à la guerre. Et la Norvège, tout en haut de la carte, fait face à quelque chose d'encore plus sensible. La frontière norvégienne est voisine de la péninsule de Kola, qui abrite le cœur de la flotte de sous-marins nucléaires russes. Le chef de la défense norvégienne a publiquement averti qu'une intervention militaire russe sur le territoire norvégien ou sur l'archipel stratégiquement vital du Svalbard sous prétexte de protéger des actifs nucléaires est désormais un scénario réaliste. La Norvège répond par les plus grands exercices militaires conjoints de son histoire, menés aux côtés du Royaume-Uni et des États-Unis. La Scandinavie n'est plus une zone neutre, c'est un mur d'acier qui enferme la flotte nordique russe dans ses propres ports. Maintenant, prenez du recul et observez l'image dans son ensemble. Car voici ce que Poutine voit réellement lorsqu'il regarde une carte de l'Europe aujourd'hui. Son armée se vide de son sang en Ukraine. Son économie a régressé vers un système de troc, isolé par les sanctions et coupé des marchés occidentaux. Kaliningrad, son poste militaire le plus menaçant, est lentement étranglé, son pont aérien coupé, ses lignes d'approvisionnement asphyxiées. Le couloir de Suwałki, dont il rêvait autrefois de s'emparer, est désormais une zone d'exclusion aérienne surveillée par des batteries Patriot. Au nord, la Finlande, la Suède et la Norvège ont transformé la Scandinavie en forteresse militaire.
À l'ouest, les États baltes sont armés, truffés d'explosifs et prêts. Et au centre de tout cela, la Pologne, un pays que la Russie méprisait autrefois, est en train de construire l'armée la plus puissante d'Europe, ferme ses cieux, pose ses champs de mines et pointe ses roquettes vers l'est. Poutine s'est lancé pour dominer l'Europe, fracturer l'OTAN, prouver que les voisins de la Russie n'avaient d'autre choix que de se soumettre aux exigences de Moscou ou d'en subir les conséquences. Ce qu'il a accompli à la place est quelque chose qui aurait semblé impossible il y a seulement 5 ans. Il a uni le flanc oriental de l'Europe en le mur défensif le plus formidable que le continent ait connu depuis la guerre froide. Il a poussé la Finlande et la Suède dans les bras de l'OTAN. Il a transformé la Pologne d'un membre de taille moyenne de l'OTAN en une puissance militaire. Il a donné à chaque pays frontalier de la Russie l'argument le plus clair possible pour dépenser davantage, s'armer plus vite et faire moins confiance à Moscou. L'espace aérien que la Pologne a fermé est le symbole de quelque chose de bien plus grand. C'est le bruit d'une porte qui claque. Et de l'autre côté de cette porte, Poutine se retrouve exactement là où ses propres décisions l'ont mené, isolé, encerclé et à court de solutions. Voilà la réalité que la télévision d'État moscovite ne vous montrera jamais. Ici, à Truth Outspoken, nous suivons chaque événement en direct. Si vous voulez être au courant des actualités importantes et des bouleversements géopolitiques qui redessinent le paysage mondial actuel, abonnez-vous. À bientôt dans la prochaine vidéo.